chemins de la musique, Christian Rosset, bonjour. « 1997, 10 ans après sa mort, le Festival d'automne à Paris rend hommage à Morton Feldman par une série de concerts. À cette occasion, Joan LaBarbera traverse les États-Unis d'ouest en est, puis l'océan Atlantique. Nous la rencontrons, à son arrivée à Paris, prête à chanter Three Voices, seule sur scène pendant 1h30, comme si le décalage horaire ne pouvait perturber une interprète de Feldman, ce compositeur singulier qui voulait maintenir le temps en suspens. Parmi les souvenirs touchants que Joan LaBarbera avait déjà rapportés, celui-ci, comme l'esquisse d'un portrait. Morty, c'est ainsi que ses amis le nommaient, je le vois, le torse sur le clavier, laissant soupirer son piano de plaisir, caressant doucement les touches, mettant juste assez de pression dans ses doigts pour que le mécanisme réponde. Il était dans un monde à lui. Dans l'entourage de Feldman, on trouve des peintres, surtout, et aussi quelques musiciens. Ses compagnons de route, Earl Brown, Christian Wolff, et leur aîné John Cage. Feldman enseignait aussi, à sa manière. Parmi ses élèves, Tom Johnson, qui s'est établi à Paris et avec qui nous avons souvent eu l'occasion d'évoquer l'étonnante présence, quasi physique, du compositeur américain. Il contribuera, tout au long de cette série d'émissions, à une meilleure connaissance de l'homme et de l'œuvre. Jean-Yves Bosser, enfin, avec qui nous avons déjà amorcé, hier, une réflexion sur la démarche singulière de Feldman, apportera quelques éclaircissements sur les relations entre musique et peinture, à l'œuvre, chez un musicien disant de lui qu'il s'engage comme un peintre et que son monde est entre catégories, entre temps et espace, entre peinture et musique, entre la construction de la musique et sa surface. Morton Feldman, deuxième parcours, 3 voix pour un portrait. « 20 octobre 1997, Hôtel Violet, Paris, Joan LaBarbera. » Very humorous person, and of course he had this very strong accent, real strong Brooklyn accent. C'était un personnage plein d'humour. Il avait un accent très fort de Brooklyn. C'était quelqu'un de très corpulent qui avait tendance à parler fort. Il adorait raconter des histoires. Je me souviens d'une situation à la fois merveilleuse et terrible quand le Kronos Quartet a joué pour la première fois son deuxième quatuor au Californian Institute of the Arts à Los Angeles. C'était une première version qui durait seulement 2 heures. À la fin, les musiciens se sont levés pour être applaudis et Feldman a stoppé les applaudissements pour raconter une histoire. Après, on est allé dîner et je lui ai dit « Morty, ce n'était pas une chose à faire. Les musiciens viennent de jouer pendant 2 heures. Il fallait les laisser rencontrer leur public. » Il était juste heureux, il ne se rendait pas compte, il avait juste envie de raconter une histoire. Il avait un véritable plaisir de la vie. Cela semble banal de dire ça, mais il avait vraiment une joie de vivre. Sa personnalité était si grande et si forte, et sa musique si douce. C'est comme s'il créait dans sa musique ce qu'il n'était pas physiquement. Des moments si beaux, si délicieux, si délicats.
Tom Johnson, quand et comment avez-vous rencontré Morton Feldman? J'ai rencontré Feldman la première fois dans un cours d'été pour jeunes compositeurs en 1965. C'était un cours qui s'appelle le Bennington Composers Conference. Il y avait plusieurs profs, mais le plus intéressant pour nous tous, je crois, était Feldman. J'avais 25 ans et Feldman avait 39-40. Et il n'y avait pas énormément de différence d'âge. Je connaissais juste quelques bribes de sa musique avant ça. Mais ce qu'il a montré à nous était très intéressant, très stimulant. Et c'est un homme avec une bonne oreille, et très honnête, très ouvert. À l'époque, il n'avait rien à voir avec l'université. Il a commencé à SUNY à Buffalo en 1973, je crois, plusieurs années après ça. Et à cette époque, il n'avait pas beaucoup d'élèves, mais juste quelques-uns qui venaient chez lui pour prendre des petits cours. Et je le trouvais très disponible, très ouvert. C'était un cours de 1 heure, mais parfois c'était 1h30 parce qu'il était très patient. On n'avait pas fini et il continuait. Quand je suis venu le voir la première fois, j'ai dit Monsieur Feldman, je voudrais vraiment comprendre la musique par hasard. Et ça, c'est la dernière chose. Et vous connaissez ça mieux que les autres. On peut parler de hasard et choses comme ça, mais je crois qu'il faut parler du son aussi. Et effectivement, il a compris que ce que ce jeune universitaire de Yale avait besoin, c'était pas musique par hasard, c'était apprendre à écouter vraiment. Et il était très enfoncé dans le son, l'expérience du son, perception du son. Et moi, j'étais comme beaucoup de jeunes compositeurs, surtout dans les universités, où on a tellement lu et tellement pensé qu'on n'a pas trouvé le temps d'écouter, vraiment comprendre le son. Et il était très exigeant. Chaque accord, si c'était un accord qui était pas original dans la manière de mettre les voix, c'était pas la bonne octave. Et il fallait vraiment écouter chaque son. Et il m'a appris à faire ça. Joan LaBarbera. He was very easy to work with. Actually, I had asked him for a work for voice and orchestra. C'était très facile de travailler avec lui. En fait, je lui avais demandé d'écrire une œuvre pour voix et orchestre. Il m'a répondu « C'est tellement difficile d'avoir des exécutions de pièces pour orchestre, mais j'ai une idée. » Plusieurs mois s'écoulèrent, et puis un jour il m'a envoyé la partition de Three Voices avec une merveilleuse lettre m'expliquant que je devais chanter la ligne du bas et que les 2 voix supérieures seraient enregistrées.
Autant que je sache, c'est la seule pièce de lui qui utilise une bande préenregistrée. Il a laissé le tempo à ma discrétion et n'a pas non plus donné d'indication en ce qui concerne les voyelles pour les vocalises. La plus grande partie de l'œuvre est sans mots. Je lui ai soumis mes propres sons pour la voix et le tempo que j'avais choisi. Il m'a juste demandé que la voix en direct soit flottante, alors que les deux voix enregistrées sont très précises. Pendant la performance, cela devient assez flexible plutôt qu'absolument précis. What I chose was to make a very kind of pure sound that would blend with the other two. J'ai choisi de produire un son qui soit pur et qui se mélange avec les deux autres voix sans vibrato. Parce que quand Feldman a écrit ces intervalles très purs pour obtenir différentes combinaisons sonores, si vous chantez avec vibrato, ça oblitère cette qualité particulière. Mais ça, c'était vraiment mon choix et nous n'en avons pas vraiment parlé ensemble. Tom Johnson. On parlait rarement de ses œuvres, mais je me rappelle quelques références à Rothko Chapel qu'il était en train d'écrire à cette époque. Je me rappelle aussi qu'il m'a montré une partition qui était une page d'une partition qu'il travaillait, qui était complètement symétrique visuellement. Et ça l'intéressait de faire une image visuelle symétrique, même si après quand on joue la musique, c'est pas du tout symétrique, c'est une autre chose, mais un mystique entre le visuel et le sonore.
Et chez lui, il y avait un Jackson Pollock juste sur le piano, quelque chose que Pollock a fait pour un disque de Feldman. Et Feldman a acheté l'original. Il y avait autre mieux un grand de Philip Guston, meilleure époque, un magnifique tableau. Et, oui, il y avait aussi un Franz Klein, magnifique, assez grande, très noir, très violent, qui arrachait la toile. Ces peintres étaient ses amis, mais les tableaux n'étaient pas donnés. Il les a achetés. Il était collectionneur. Il voulait aider ses amis peintres quand ils avaient besoin d'argent. Feldman n'était pas riche, mais il appréciait la peinture et il voulait aider ses amis quand il pouvait. Jean-Yves Bosseur. Il n'y a pas de relation de cause à effet, je pense, à chercher entre les peintres que soutenait, si on peut dire, enfin qu'aimait Feldman et sa musique. Je crois que il y a plusieurs pièces qui portent des noms de peintres, ce sont des formes d'hommage comme de Kooning, etc. Bon, mais je ne pense pas qu'il faille chercher de liens métaphoriques, par exemple. On n'est pas du tout à ce niveau-là. Alors, il a beaucoup réfléchi, il a beaucoup écrit sur ses peintres, notamment sur Philip Guston, qui était un de ses meilleurs amis. Et ce qui est assez curieux, c'est qu'il est vrai que dans les écrits de Feldman, il y a presque plus de textes sur la peinture que sur la musique. Mais il ne cherche pas, si vous voulez, à établir un lien absolument évident, qui serait une sorte de parallélisme simple. Mais il cherche comment, de quelle manière ces peintres traitaient le problème. C'est évidemment surtout Rothko peut-être, parce que là, c'est peut-être celui qui était le plus proche de lui sur le plan de questions fondamentales comme ces questions d'échelle, ces questions de matériaux. Donc c'est peut-être avec Rothko qu'on peut établir, mais il faut être très prudent à cet égard, un certain nombre de correspondances. Mais encore une fois, beaucoup de précautions doivent être prises pour échapper à cette sorte de parallélisme. Alors Morton Feldman disait « Mon obsession de la surface est le thème de ma musique. » Ça a été la grande question de la peinture. Et on croit que c'est une question récente, mais ça remonte à très loin dans l'histoire de l'art. Mais la question de la surface est absolument fondamentale au XXe siècle, et à partir des impressionnistes même, et puis ne parlons pas de Matisse et de ce qui a suivi. Est-ce que le rapport de Feldman au peintre a été de prendre conscience de cette question de la surface? Et qu'est-ce que signifie ce mot surface en musique? En peinture, on voit bien, mais en musique? Non, je pense, si vous voulez, que Feldman, à travers cette contemplation de la peinture de ses contemporains, a
eu la possibilité de dépouiller la rhétorique musicale d'un certain nombre d'éléments qui ne cessaient de l'encombrer, si je peux dire. Et peut-être c'est la peinture qui lui a permis d'arriver à cette réduction, à cet aspect de réduction, d'économie des moyens, comme aucun compositeur n'avait osé le faire jusque-là. Je crois que c'est certainement Feldman qui a le mieux accompli cette concentration sur le moment, cette concentration sur l'ici et le maintenant, que Stockhausen lui-même avait cherché à développer, par exemple, dans des pièces comme Carré ou Moment, surtout Moment. Mais par exemple, ça c'est toute la différence entre un compositeur européen comme Stockhausen et un américain comme Feldman. Stockhausen met tout de suite une dialectique en jeu pour confronter cette conception momentanée à d'autres conceptions qui sont de l'ordre du dramatique ou de l'épique, alors que Feldman, lui, va jusqu'au bout de cette concentration sur chaque phénomène sonore, sans forcément chercher de justification dans ce qui précède ou dans ce qui suit. Et là, il a été très loin. Et il dit à cet égard, je n'ai pas besoin de système pour vivre dans le présent. Il assume ce présent dans toute sa force, dans toute son intensité. Donc c'est une écoute au présent qu'il faut faire de Morton Feldman. Oui, tout à fait. Mais pour que cette écoute soit possible, il est bien évident que Feldman utilise toutes sortes de stratagèmes, et ces stratagèmes, ce sont les siens, et on n'a pas besoin, comme on le disait, d'essayer à tout prix de retrouver la justification par rapport à un modèle formel déterminé. Alors c'est pour ça qu'il utilise toutes sortes de patterns qui reviennent, par exemple, mais qui sont tellement distendus dans des très longues durées, surtout dans les dernières œuvres de Feldman, qu'on ne peut pas être vraiment, on n'a pas de conscience globale de l'œuvre. C'est pour ça qu'effectivement, le mieux, c'est de s'y plonger et de suivre l'évolution presque organique, je dirais, du matériau sonore. Il y a presque une analogie, je pourrais dire, entre son travail sur les patterns et son intérêt pour les tapis. Parce qu'il est bien évident que lorsque l'on regarde les tapis, notamment les tapis turcs anciens, 18e, 19e, que Feldman affectionnait particulièrement, on trouve ce rapport non mécanique qui transparaît également dans sa manière de traiter les motifs. Et c'est ce qui le distingue d'ailleurs fondamentalement de musiciens des générations suivantes, c'est-à-dire de ce qu'on a appelé les répétitifs ou les minimalistes américains comme Steve Reich, Riley, etc. Et ce n'est jamais mécanique chez Feldman, tout comme les tapis ne sont pas mécaniques ni les traitements de la couleur. Et donc il a, je crois, beaucoup appris par son étude des tapis et de la manière dont sont disposés les motifs, les variations de couleurs, etc. Alors, donc là, on trouve cet intérêt aussi bien dans certains articles, je pense par exemple à cet article qui s'appelle Crippled Symmetry, symétrie tronquée, et puis plusieurs œuvres sont en référence avec cet art du textile ancien. C'est notamment le cas de Coptic Light, donc, qui se réfère au tissu copte. C'est aussi le cas de Turf and Fragments, par exemple. Étant donné que la musique est notre vie, dans la mesure où elle nous a donné une vie, avons-nous rendu les choses claires ? C'est-à-dire,
Aimons-nous la musique et non pas les systèmes, les rituels, les symboles, la gymnastique mondaine, cupide que nous lui substituons? C'est-à-dire, donnons-nous tout, un engagement total à notre propre individualité. Morton Feldman, In Memoriam Edgar Varèse, 1966. Morton Feldman, le singulier, par Christian Rosset, avec la participation de Joan LaBarbera, Tom Johnson et Jean-Yves Bosser. Réalisation Evelyne Gaillot. Nous avons écouté des extraits d'œuvres de Morton Feldman, Pensée verticale 5, Voices and Cello, Piano, Three Voices, Rothko Chapelle, De Kooning et Coptic Light. À demain pour le 3e parcours, les sens, la mémoire.